Donc aujourd'hui c'est les Transformers. C'est sans doute selon moi ma saga nanardesque préférée. Je dis bien nanardesque parce que si c'était vraiment des bons films dans le sens du terme, faut pas exagérer non plus. Donc voilà, pour commencer, faut dire que même si les plus connus sont les films de Michael Bay, il y a eu aussi un film d'animation dans les années 80 qui est pas mal lui aussi. Je préfère un peu plus que cela, mais bon, ça c'est pas non plus, ça c'est pas compliqué. Mais pour ce qui est, mais pour le cadre des séries télé, il y a eu une série télé dans les années 80 aussi, et également le tout récent Transformers Prime qui est vraiment pas mal, que je vous conseille. Mais bon, et apparemment on prépare une autre série qui, ici pour le coup, c'est Bumblebee qui est le chef des Autobots. Je dis ça, je dis plus rien après. Mais bon, passons maintenant aux Transformers. Le tout premier Transformers sorti en 2007 et qui, avec 150 millions de dollars, est devenu l'un des plus gros du box-office avec 709 millions, ce qui est un gros succès. Les critiques sont assez mitigées, mais même aujourd'hui, il est considéré comme beaucoup comme étant le meilleur film de la saga Transformers. Moi-même, je trouve aussi que c'est le meilleur, enfin pour le moment. J'ai pas encore vu Age of Extinction, je vous dirai ça lorsque je ferai la quatrième partie qui sera consacrée à Pain and Gain et à Transformers 4. Pour le coup, que je peux dire de ce Transformers, il est bien fait, très bien fait, visuellement, niveau sonore, niveau effet visuel, réalisation, c'est pas mal. Après oui, c'est vrai, il y a quelques plans où on dit que c'est un peu désagréable, mais il faut dire ce qui est, ça reste quand même de bon niveau par rapport à d'autres... par rapport à certains blockbusters qui utilisent trop le surdécoupage. Moi perso, j'ai jamais trouvé les Transformers comme étant très surdécoupés. Bon. Pour ce qui est de ici, les acteurs jouent assez bien, même si c'est vrai que Megan Fox par moment, voilà. Shia LaBeouf, ça va, même si bon, j'ai vu mieux. Comme par exemple le petit caméo dans iRobot, qui est l'un de mes films de science-fiction préférés. Mais bon. Pour ce qui est d'autres acteurs comme Anthony Anderson, George Turturro, etc., ils font ce qu'ils peuvent. Mais ça se voit quand même que on connaît très bien Michael Bay. Il est plus là pour montrer un spectacle de pyrotechnique et visuel plutôt que de faire du Shakespeare. Donc voilà. Mais c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il fait quand même. Même s'il fait n'importe quoi. Mais bon. Parlons aussi des Transformers, enfin les Transformers en général. Le Optimus Prime est vraiment bien fait, il est bien psychologique. Son interprète Peter Cullen, qu'il ne faut pas comparer avec la famille Cullen dans Twilight, donc voilà. Il joue super bien le personnage, ce qui est pour moi, ça m'a bien plu. Et bien sûr d'autres personnages comme Bumblebee, les Ironhide, ils sont sympas. Après, on aurait voulu qu'ils soient un peu plus développés, et c'est ça le problème des Transformers. Mais bon. Donc voilà, les points positifs, bon, il y a les effets visuels, il y a la réalisation, même s'il y a quelques moments où, ouais. Enfin, la réalisation, il est bien, oui, comme j'ai dit, mais c'est toujours du Michael Bay, quoi, je veux dire. C'est toujours la caméra qui bouge, des explosions de partout, des effets visuels par-ci par-là, bref, ça c'est Michael Bay, donc il ne peut pas changer du jour au lendemain. Et pour ce qui est maintenant des méchants, à savoir
à savoir Starscream, Barricade ou alors Bone Crusher et Megatron. Ben, les méchants, bon, le Megatron dans ce film, il est très charismatique, enfin, beaucoup plus que dans ses précédents, dans les suites. Parce que c'est peut-être ici, au moins ici, il n'est pas réduit à un simple à un simple serviteur. Parce que dans le 2 et dans le 3, déjà dans le 2 avec The Fallen et le 3 avec attention spoil, Sentinels Prime. Donc voilà. Ici pour le coup, Megatron est beaucoup plus impressionnant. Il est, enfin, effrayant, non, pas du tout. Mais est-ce qu'il est meilleur que l'installation d'origine, enfin dans les années 80? Je pense pas. Mais au moins je trouve qu'il y a un bon design, même si... Mais voilà. Après ce qui manque, ça c'est là. Et le défaut, ça revient toujours, comme j'ai dit pour les Autobots. C'est bien sûr qu'ils ne sont pas assez développés. Donc voilà. C'est ça le problème des Transformers en général. C'est que ce sont des scénarios qui misent beaucoup sur l'action et pas beaucoup sur un développement de personnage. Mais d'un autre côté, quand on sait que c'est Michael Bay qui a fait le film, donc qu'est-ce qu'on s'y attend? Donc voilà. Pour ce qui est maintenant des scènes d'action. Les scènes d'action sont jouissives, très jouissives. On ressent vraiment de l'impact. Après, ce qu'on regrette un petit peu, c'est que ça dure un petit peu plus longtemps. Parce que c'est bien de nous montrer Bumblebee fracasser la gueule de Barricade. Enfin seulement dans quelques plans. Ou encore la scène de l'autoroute où Optimus Prime affronte Bone Crusher. Et au final, le combat final entre Optimus Prime et Megatron. Mais voilà, à part le combat final, Optimus Prime, Megatron, les autres, on aurait voulu que ça dure un petit peu plus longtemps. Mais bon, à mon avis, peut-être que les producteurs, surtout que l'un des producteurs c'est Steven Spielberg, ils pensaient que s'ils avaient agrandi un peu trop les scènes d'action, ça aurait dépassé les 2h30. Qui franchement, ça m'étonnerait qu'ils ont pensé à ça, vu que le nouveau Transformers, Azure Age of Extinction, en faisant des petits rechats sur le net, il dure presque 3 heures. Donc ils auraient pu au moins agrandir les scènes d'action. Et enfin, revenons sur un point que beaucoup de gens vont un peu crier en scandale, mais ça l'est depuis longtemps. C'est le patriotisme. On ne change pas Michael Bay. Il y a bien du patriotisme dans Transformers. Sans celui, ici encore, ça, je comprends tout à fait que s'il n'y a pas de sacrifice, on ne peut pas avoir de victoire, ça, truc. Et franchement, c'est assez bien foutu, enfin bien foutu dans son genre. Mais voilà, c'est vraiment le genre, voilà, ça, si vous attendez à voilà pourquoi j'ai pas vraiment grand chose à dire sur les Transformers, parce que les Transformers, de manière générale, c'est plus voilà des films d'action qu'on regarde, qu'on est plein la vue et qu'on oublie. Après on peut le revoir encore et encore, mais voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Comme j'ai dit, Michael Bay ne fait pas dans le Shakespeare, il fait toujours dans le gros bourrinage, donc voilà. Pour ce qui est du film en général, c'est un bon plaisir coupable. Pour moi, c'est un plaisir coupable celui-là. Donc voilà, pour conclure, ce Transformer, si vous êtes grand fan de ce film d'action, vous allez aimer ce film. D'un autre côté, si vous y attendez à quelque chose d'intelligent, qui n'a pas un message patriotique beaucoup plus profond, etc., je vous conseillerais peut-être de regarder un autre film. Comme par exemple d'autres films de guerre, comme Il faut sauver le soldat Ryan, par exemple. Mais bon, celui-ci, c'est juste pour les grands amateurs de films d'action. Moi, perso, j'ai apprécié pour ce qu'il est, donc ça me dérange pas d'être apprécié, que j'apprécie. Donc voilà, pour vous dire, par rapport à d'autres films, c'est un film à classe, mais qui aurait pu être plus. Parce que oui, si le développement de personnage était là, au moins, ça aurait été un film d'action vraiment d'enfer. Donc voilà, passons au second film.
Transformers Revenge of the Fallen ou Transformers de la revanche est sorti en 2009 et toujours réalisé par Michael Bay et donc est sorti et bien sûr est sorti en 2009 pour lequel avec 200 millions de dollars soit 50 millions de plus que le premier, réunit plus de 836 millions de dollars partout dans le monde, ce qui en fait un gros hit de cette année. Malheureusement, contrairement à son prédécesseur, le film aura des très mauvaises critiques et sera considéré, avant que Age of Extinction arrive, le plus faible de toute la saga Transformers. Ayant loué les effets visuels ainsi que les scènes d'action, ils ont malheureusement critiqué la réalisation de Michael Bay qui est beaucoup trop classique, les acteurs qui ne sont pas crédibles et sans douter bien sûr de nombreuses incohérences. Donc voilà. Pour ce qui est de celui-là, celui-là c'est un nanar jouissif complètement assumé. C'est pour moi aussi le plus faible de toute la saga parce qu'après avoir vu le premier, c'est sûr que quand je vois le deuxième, je me disais bon allez, même s'ils vont se lâcher dans les scènes d'action, au moins ils vont faire quelque chose de plaisant, ça. C'est assez faible. Malheureusement, c'est ça, c'est assez faible. Le problème, c'est que voilà, la réalisation reste la même, les effets spéciaux aussi. Le problème, c'est que voilà. J'ai pas beaucoup parlé des personnages, mais d'un autre côté, vu leur développement, c'est un peu normal qu'on n'a pas trop envie de s'attarder sur eux. Ici, les personnages sont devenus un petit peu plus énervants. Dont les parents de Sam Witwicky en premier. Parce que le problème, c'est que voilà, dans le premier, encore, ça allait, c'était pas trop énervant. Mais ici, dans le cas, j'ai l'impression qu'ils ont un peu trop, voulu essayer de les rendre comiques. Et malheureusement, c'est très mal dosé, ce qui fait que, surtout la mère, on a envie qu'une chose, c'est qu'elle se taise. Par contre, du côté de Transformers, fidèles à eux-mêmes, voilà. Mais du côté des méchants, celui qui m'a un peu plus déçu, c'est Megatron. Megatron ici, là où le Fanon aurait pu être juste un prétexte pour que Megatron devienne à nouveau le chef des Decepticons, ici, c'est son toutou en fait. Voilà, son toutou, c'est tout. À la fin, s'il n'y a pas aucun secret, si vous avez vu Transformers 3, vous savez plus ou moins ce qui s'est passé. Optimus Prime lui tire sur la tête, lui arrache un bras, d'une trop grande facilité à mon goût. Et ça c'est un petit peu dérangeant, surtout pour un méchant dans lequel on a beaucoup apprécié dans le premier film. Et là ça dérange beaucoup. Quant à la romance chez la Buff Megan Fox, à savoir Sam Witwicky et son nom je me souviens plus, ici franchement le couple est vraiment pas bien maîtrisé. Parce que quand il y a un couple, voilà, il y a une certaine psychologie à respecter. Je veux dire, quand tu regardes les Titanic, même si ça dure des plombes, au moins, j'ai dit bien, au moins, tu t'intéresses quand même à eux parce que ils s'intéressent l'un de l'autre, etc. Ici, le problème, c'est que même s'ils s'intéressent l'un de l'autre, on a quand même l'impression que le peu de choses qu'ils font sont coupées par toute la ligne scénaristique. Ça, le problème de ce film-là, c'est que contrairement au premier Transformers qui prenait quand même un petit peu le temps pour présenter les personnages avant de faire venir les scènes d'action, ici, c'est vrai, on dirait que c'est l'orgie visuelle, quoi. Orgie d'effets spéciaux, c'est tout ce que j'ai à dire. De toute façon, dès le début du film, vous savez très bien à quoi vous vous attendez, puisque le début qui se passe, enchaînement d'effets spéciaux, donc voilà. Il y a aussi une grande incohérence, et qui a été corrigée dans le troisième volet, c'est que franchement, au début, on dit que les Transformers avaient bien sûr rencontré les humains bien au moment de la préhistoire. Ce qui pour moi est un petit peu dérangeant. Parce que moi perso, je pensais d'abord par exemple
par exemple dans les années 60, comme ils ont pu faire comme ils ont fait pour Dark of the Moon, ou alors pour un cas plus simple, sur Mars, bien après, les expéditions sur Mars, bien après. Mais par contre, le préhistoire, là, ça crée un peu une petite incohérence. Non seulement dans l'histoire, mais aussi dans le scénaristique du premier volet. Mais voilà, même si ici pour les scènes d'action, on reprochait beaucoup au premier film qu'on avait trop de gros plans sur les Transformers. Enfin, en général. Ce qui faisait que les scènes d'action, on avait du mal à être dedans. Moi perso, je trouvais qu'il y avait aussi, sauf que voilà, je trouve que pour moi, ces gros plans qui soient faits de vue de sol qui est monté vers le haut, bah, c'est pour donner une dimension humaine. Bien sûr, filmer des robots géants à dimension humaine, c'est sûr que c'est très compliqué. Sauf que voilà, Transformers, c'est pas Pacific Rim, donc Pacific Rim, au moins, ce qu'il faisait, c'était que il filmait les monstres ainsi que les Jaegers comme si on était un Jaeger ou un Kaiju. Sauf que ici, le problème, c'est que ici pour les Transformers, c'est comme si nous, en tant qu'humains, on voyait les Transformers. Après, j'ai entendu dire, bon, que ce soit du Randall ou même Michael J, que je peux pas donner tort sur ça, c'est que les Transformers, et ça c'est un petit point faible pour chaque opus, c'est qu'ils appartiennent au décor, premièrement, et deuxièmement, et ça je ne peux pas le cacher, c'est que c'est une reprise du scénario précédent. Bien sûr, je vais pas parler de l'histoire du premier. Bon, le premier, c'est juste que c'est un gamin, Witwicky, qui bien sûr essaye de faire une vie normale pour impressionner les filles, etc. Mais il semble que l'une des voitures qu'il a achetées est un Transformers, ce qui va être Bumblebee, et ils vont vite se rendre compte que grâce à l'avertissement de Optimus Prime, le chef des Autobots, une race extraterrestre, les Decepticons, veulent prendre possession du cube qui était tombé sur la Terre et qui veulent l'utiliser pour coloniser la galaxie. Voilà, c'est ça. Alors que pour ceux-ci, bon, c'est juste en fait que après avoir vaincu Megatron, les Autobots sont alliés avec les humains pour traquer les Decepticons restants. Tandis que pendant ce temps-là, Sam Witwicky essaie de se refaire une vie normale jusqu'à ce qu'il découvre qu'un morceau du cube est resté sur lui, ce qui lui donne des visions. Seulement, il va vite découvrir que ces visions sont en réalité une carte permettant de trouver une source qui veut être convoitée par The Fallen, qui est le Decepticon original, interprété par Tony Todd, Candyman en gros, et qui bien sûr, selon les premiers dires, il serait non seulement le Decepticon originel, mais aussi l'un des Prime qui avait découvert la Terre bien avant que Optimus Prime et ses alliés n'arrivent. Et bien sûr, ils vont donc voyager jusqu'en Égypte pour trouver cette source. Voilà. Ce qui est appelé la matrice, en gros. Voilà, ces scénarios sont classiques, mais c'est vrai que dans la ligne narrative, c'est toujours la même chose. Ce qui est pour ça, je peux pas le cacher. Voilà, de manière générale, les scènes d'action sont assez fun, mais voilà, le problème c'est que, à force de vouloir trop miser sur l'action, ça finit par ennuyer, parce que, après, moi je continue à prendre mon pied, mais le problème c'est que, surtout en tant que nanar assumé, mais pour quelqu'un qui est pas trop habitué à ce genre de film, ça va poser problème. Et franchement, faut savoir faire attention avec le rythme. Ça, le problème, c'est que le rythme de ce deuxième film est beaucoup trop rapide. Ça veut dire que les scènes d'action vont tellement vite et les scènes où des humains sont beaucoup trop longues, voire même presque inintéressantes, qu'au final, on n'a pas trop envie de s'attarder un peu plus. Donc voilà, j'ai bien résumé. Donc le deuxième Transformers, c'est un nanar assumé qu'on peut voir entre potes pour bien s'amuser.
Mais voilà, comme le premier, si vous attendez vraiment à quelque chose d'un peu plus intelligent, c'est mieux, c'est mieux passer son chemin et voir autre chose, parce que voilà. Quant au patriotisme, toujours présent, ça sert à rien de rajouter. Donc voilà, pour terminer cette troisième partie, parlons maintenant du dernier volet de la trilogie, jusqu'à ce que le quatrième volet ne sorte. Transformers 3, la face cachée de la lune, ou en anglais, Dark of the Moon. Transformers 3 Dark of the Moon, sorti en 2011, toujours réalisé par Michael Bay, avec 195 millions de dollars, soit 5 millions de moins que le deuxième film, il reporta plus de 1 milliard 100 millions de dollars partout dans le monde, ce qui en fait celui qui a eu le plus ce qui fait de ce film le plus rentable de la saga. Mais malgré ça, les critiques sont négatives. Mais il souligne quand même que c'est largement meilleur que le deuxième film. En saluant les effets visuels ainsi que la 3D et les scènes d'action, il critique l'écriture, les acteurs, mais et également sa longueur. Parce que ici, il dure 2h28, alors que les précédents alors que les restants, il faut que je vérifie parce que je connais pas les longueurs. Le deuxième c'était 2h24 et le premier c'était 2h18. Et quant au quatrième film, c'est 2h40, voire presque 3h. Pour ce qui est de celui-ci, le scénario en fait c'est... Après les événements du deuxième volet, Sam Witwicky, après avoir plaqué son ancienne copine, qui était... Megan Fox est remplacée par, faut que je vérifie, mon acteur est juste là, Rosie Huntington-Whiteley. Rosie Huntington-Whiteley qui n'était qu'une actrice dans des publicités. C'est son premier rôle ici, qui est sa nouvelle petite copine. Et donc, grâce à elle et son boulot, il essaye de trouver un nouveau boulot, ce qu'il arrive. Mais malheureusement, encore une fois, les Transformers se voient arriver une nouvelle menace toujours convoitée par les Decepticons et par Megatron qui est affreusement blessé. Et bien sûr, Optimus Prime est en colère parce qu'il vient de découvrir que les humains ont caché une source qui était considérée secrète et qui leur appartenait. À savoir que dans le vaisseau qui s'est écrasé sur la Lune, il se cachait Sentinel Prime, qui était l'ancien chef des Autobots, et ainsi que des piliers d'activation qui, selon eux, permettraient de reconstruire Cybertron, leur planète natale. Seulement voilà, il ressuscite Sentinel Prime, mais seulement voilà, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que Sentinel Prime n'est pas si net que ça, et bien sûr, tout va se jouer dans la ville de Chicago, qui sera réduit en un véritable désert assez complètement massacré. Voilà, pour vous dire en quel point c'est scénario. Scénario toujours aussi classique, schéma narratif le même. Pour ce qui est des récompenses, parce que j'ai pas beaucoup parlé des récompenses, parce que oui, les Transformers ont quand même ont eu des récompenses malgré ça. Mon acteur est juste ici parce que je connais pas tout c'est quoi. Alors, pour le premier film, il a eu comme récompense le meilleur film de l'été, le meilleur blockbuster d'été. Il a été nominé par les meilleurs effets spéciaux, visuels et blockbuster pour les Oscars. Pour ce qui est du deuxième film, il a été gagnant du meilleur son,
mais il a été nominé par les Razzie Awards du pire réalisateur, de la pire actrice, Megan Fox, et du pire couple à l'écran, à sa Shia LaBeouf, Megan Fox, voire même pire film aussi. Pour le coup, pour ce troisième volet, les récompenses, ce sont que des nominations. C'est meilleur montage sonore, meilleur mixage sonore et meilleur effet visuel. Voilà, juste dans le point de vue technique. Hein. Quand on voit ces films-là, c'est toujours pour le point de vue technique. Mais bon, passons quand même au reste. Niveau acteur, ici, franchement, c'est pas la tarte pour les humains. Shia LaBeouf ici regresse. Les acteurs qui jouent leurs parents, idem. John Turturro, il fait ce qu'il peut, même s'il sait que tous les autres acteurs ont l'air de un peu plus se faire chier. Mais bien sûr, ce n'est rien qu'au côté de Rosie Huntington-Whiteley, qui malheureusement, c'est pas terrible non plus. Et apparemment, il a été nominé pour le prix Golden Raspberry, les Razzie Awards donc, pour le pire second rôle féminin. Mais voilà, il a perdu contre... Mais voilà, le gagnant a été David Spade pour Jack et Jill, qui est aussi un film de merde. Donc en gros, je pardonne son jeu d'actrice, même si ça reste toujours aussi minable. Pour ce qui est des Transformers en général, toujours fidèles à eux-mêmes. Pour ce qui est des scènes d'action, ils sont beaucoup plus visibles et beaucoup plus entraînants que les deux précédents. Mais voilà. Le problème, c'est qu'il y a un truc que je ne pardonnerai jamais à Michael Bay. Vous connaissez sûrement la scène de l'autoroute dans Transformers 3. Il y en avait déjà un dans Transformers premier du nom. Celui-ci, il était déjà assez court, mais c'était très jouissif. Ici, dans le troisième, le problème, ce n'est pas que la scène elle est nulle. Au contraire, elle est très jouissive. Avec après le petit bloc où tu vois Sideswipe et Ironhide tuer deux Decepticons. Mais, pour moi, c'est juste pour deux plans que je trouve vraiment inexcusables. Michael Bay a repris des scènes de The Island pour la scène d'autoroute du troisième film. Franchement, c'est quoi ce truc? Je veux dire, oui ok, je veux bien que tout le monde n'a pas vu The Island, mais pour ceux qui l'ont vu, c'est flagrant. Et franchement, t'aurais pas pu filmer, voilà, une scène dans le même endroit où le Decepticon se cogne contre une voiture, ou alors idem pour le moment où les Decepticons font valdinguer plein de voitures. Je demande ça, hein, parce que le problème c'est que voilà, c'est bien d'essayer de donner des bonnes scènes d'action, mais voilà, faut faire attention aussi avec les scènes, avec ce que tu filmes, et également ce que tu utilises comme passage. Encore dans ces scènes port à bord, c'était rien du tout dans le premier et dans le deuxième film. Mais ici, franchement, c'est très flagrant. Mais bon, c'était un détail comme ça, mais il fallait que je le dise. Parlons maintenant d'un truc. Je vais bien sûr pas aller très loin. C'est bien sûr la vision de Chicago, mode post-apocalyptique. Enfin, ça, on le voit dans les bandes annonces. Cette version de Chicago est très impressionnante. Franchement, c'est vraiment bien foutu. On voit quand même que les 195 millions de dollars ont été bien utilisés. Contrairement à un film avec un budget de 258 millions de dollars dont la qualité est tellement magnifique qui fait passer Transformers 3 pour un chef-d'œuvre, et qui permet également de donner un petit sentiment d'abandon ainsi que de malaise quand on voit le spectacle horrible qui se prononce. Même les scènes où tu vois les Decepticons détruire petit à petit bien sûr la ville de Chicago est franchement assez bien foutu, avec une ambiance assez sinistre qui fait que on a un petit malaise quand on voit ce qui se passe. Après, bon, on n'a pas un aussi grand malaise que d'autres massacres, comme par exemple dans Rambo 4, mais
voilà, ça reste quand même assez impressionnant. Mais bon, malgré ça, bah, les défauts, ça c'est facile à dire, le scénario, trop classique, beaucoup d'incohérences, surtout le fait qu'ils ont remis l'idée de la matrice du commandement alors que dans le deuxième, il a été détruit. Ou encore le fait que Sentinel Prime se transforme en camion de pompier alors qu'il n'a pas encore identifié un camion de pompier. Ça, après. Mais bon, pour ce qui est de Sentinel Prime, je trouve qu'il est beaucoup mieux, beaucoup plus que The Fallen, qui était déjà mieux que The Fallen et Megatron. Et pourtant, The Fallen, il était déjà mieux que Megatron en soi. Donc voilà. L'acteur qui joue le personnage qui joue bien sûr le personnage de Sentinel Prime, il est joué par... Faut que je le trouve, mais où est-ce qu'il est, alors, Sentinel Prime... Ah voilà, c'est Leonard Nimoy. Leonard Nimoy qui est l'acteur iconique de Spock dans les vieux films Star Wars. Enfin, non, Star Trek. Je me demande qu'est-ce qu'il pense encore aujourd'hui de ce film après qu'il ait joué là-dedans. Parce que bien sûr, là où Megatron n'est juste qu'une personne qui veut conquérir l'univers, The Fallen, lui, voilà, lui, ce qu'il veut, c'est détruire toute vie sur les planètes pour reconstituer de l'énergie. Et Sentinel Prime, lui, il a une cause qui est assez noble, mais qui est assez idiote, puisque malheureusement, ils doivent sacrifier beaucoup de gens pour cela. C'est de bien sûr utiliser tous les piliers de commandement qui permettent de remettre Cybertron du goût au jour, mais qui risquerait de détruire la planète. Et bien sûr, c'est franchement beaucoup plus couillu que les prochains précédents méchants ou encore celui du 4e volet, mais ça je reviendrai sur cela. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur les Transformers, parce que de toute façon ce sont juste des films divertissement à regarder sans grande prétention. Ce 3e volet, c'est mieux que le 2e, de loin, mais voilà, toujours pas assez pour surpasser le premier. Et voilà, donc c'est toujours le même speech. Si vous êtes fan de film d'action, vous trouverez votre bonheur sur ce film. Mais si vous attendez franchement quelque chose de plus intelligent, vous allez être déçu. Et avant de terminer, je vais faire une critique rapide sur le coffret de la trilogie. Alors, le coffret, je le trouve assez bien foutu. De toute façon, je trouve que Hasbro, ceux qui sont derrière, ils savent bien vendre leurs produits. Hasbro, qui vous rappelle, est également les détenteurs de Pet Shop, de bien sûr Bratz, G.I. Joe et My Little Pony. Je ferai sûrement une vidéo où je parlerai de la série My Little Pony, peut-être même un top 10 des meilleurs personnages, même si je suis pas fan, mais j'y compte. Pour ce qui est du coffret, assez bien foutu, ça représente assez bien le côté chaotique du combat Autobots et Decepticons. Et franchement, je trouve que c'est assez bien foutu. Après, quant au DVD, voilà, c'est pas grand chose pour le coffret, donc voilà. Donc voilà, pour ce qui est des Transformers en général, le premier, c'est un plaisir coupable assez bien foutu. Manque de développement de personnages, assez cliché par moments, des patriotismes un peu partout, des scènes d'action qui sont extrêmement fun, et qui bien sûr un Megatron qui n'est pas devenu nul après, qui n'était pas nul avant que les suites arrivent. Ensuite, le deuxième, c'est un nanar assumé, mais qui est
beaucoup trop faible, mais que je trouve beaucoup trop faible par rapport au premier. Jouissif, certes, mais on voit que la qualité regresse. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Pour ce qui est et enfin, le troisième film, la qualité est beaucoup mieux utilisée que dans le deuxième film, mais c'est toujours pas assez pour surpasser le premier. Et niveau acteur, ça regresse de plus en plus. Donc voilà. Pour cette troisième partie, c'est fait. Et je vous donne rendez-vous pour la quatrième et dernière partie, où je parlerai de Pain and Gain et Transformers 4, l'âge de l'extinction.